Je m'appelle Morgane Vérin, j'ai 23 ans. Je suis aide-soignante à domicile en SIAD. J'ai obtenu mon diplôme d'aide-soignante en juillet 2023 à l'IFAS Théodore Simon. L'étudiant expert, un podcast original de l'IFITS. J'ai obtenu mon bac en 2019, un bac ST2S. J'ai souhaité directement rentrer dans le monde du travail. Je ne voulais pas continuer mes études, je n'étais pas très scolaire. C'est pour cela que j'ai voulu travailler directement après. Alors j'ai commencé dans la vente, mais ça ne me plaisait pas. Le contact humain n'était pas le contact que j'espérais. Je ne me voyais pas dans ce domaine. Alors j'ai décidé de me pousser davantage à recommencer une formation et à avoir un diplôme. Ma mère étant aide-soignante, elle m'a beaucoup parlé de ce métier, ce qui m'a davantage donné envie de faire ce métier-là. Alors pour moi, l'ensemble de la formation m'a paru assez simple. Les cours que j'ai reçus, la plupart, je les avais déjà eus quand j'ai fait mon bac ST2S. Ça m'a beaucoup aidé. Mais j'ai appris beaucoup de choses, surtout au niveau des stages. Le plus difficile pour moi était le stress des évaluations. J'ai jamais été vraiment scolaire. Et je ne supporte pas la pression, donc les évaluations ont été très difficiles pour moi. Mais j'ai quand même validé toutes mes évaluations grâce aux formateurs qui nous accompagnent tout au long de la formation. Par rapport à des élèves qui voudraient commencer cette formation, je leur dirais que c'est une formation qui est très enrichissante et très intéressante, mais par contre qui est très dense, et qui soient prêts déjà dans leur tête à retourner à l'école, s'ils avaient quitté les bancs de l'école depuis longtemps, mais que c'est une formation en alternance avec du terrain, donc qui est aussi enrichissante dans ce sens-là, où il y a quand même deux aspects. Il y a l'aspect théorique, mais qui coupe avec le terrain, et ça, pour eux, c'est vraiment enrichissant. Donc c'est pas que de l'école, et puis qu'ils soient aussi disponibles, que ce soit le bon moment dans leur vie aussi, parce que ça demande une présence et un investissement qui fait qu'il faut que ça colle aussi et que ça coïncide avec leur vie. Donc après, il faut vraiment, quand on décide de rentrer dans cette formation, il faut que, on va dire, toutes les planètes soient un peu alignées et que ce soit le bon moment et qu'ils aient envie surtout. S'ils ont envie, s'ils ont envie et qu'ils veulent se donner les moyens, nous on est là derrière avec tous les outils et toute notre présence et notre investissement pour les faire réussir. C'est pas un souci. Par contre, il faut qu'ils aient envie. S'ils ont envie, nous on est derrière, sans problème. Vraiment, les 3 formateurs de la filière AS, on est là pour les accompagner s'ils nous montrent qu'ils ont envie. Et là, à ce moment-là, ouais. Sur le plan biologique, la première fonction du corps humain est de se reproduire, ça je pense que vous le savez. Allez, pas trop vite. Ah bah là, ça va. De ce fait, les instincts sexuels et parentaux comptent parmi nos pulsions les plus fondamentales. Donc après, il y en a qui m'ont dit l'année dernière, oui madame, donc pourquoi la reproduction, c'est pas le 15e besoin fondamental de Virginia Anderson? Alors qui pourrait me répondre à cette question? C'est vrai ça, c'est vital, non? C'est fondamental pour tout le monde? Pour moi... Il y a des gens qui n'ont pas de vie sexuelle, est-ce que c'est grave? Est-ce que quand on n'a pas de vie sexuelle, on meurt? Tout d'abord, on apprend les choses les plus simples, comme la désinfection, le port des gants, comment les enlever, comment les mettre. Ensuite, on passe plus aux cours, c'est-à-dire l'anatomie, les maladies qu'on peut rencontrer à l'hôpital. On apprend la sécurité de soi-même et du patient, l'ergonomie, les positions à prendre surtout pour protéger son dos, ce qui est important quand on veut durer dans le métier. Ensuite, nous avons appris les soins d'hygiène et de confort. Comment faire un capilluve à une personne qui est alitée, tout ce qui rassemble le confort du patient et l'hygiène.
Nous avons appris les situations d'urgence, ce qui est très important parce que dans ces moments-là, l'aide-soignante est très utile. Il y a des cours théoriques et 4 stages dans différents établissements. Ça peut être à l'hôpital, dans les SIAD ou dans les maisons de retraite. Le travail à la maison est important, mais j'ai eu l'occasion de parler avec d'autres personnels soignants, ma mère déjà, et ainsi que ses amis qui m'ont donné beaucoup de motivation et d'explications sur le métier. J'ai eu la chance d'avoir mes 2 tantes qui sont rentrées en même temps que moi dans différents IFAS. Ça m'a motivée davantage pour réussir tous mes modules et avoir mon diplôme. Ce qui m'a le plus intéressée, c'était le module 3-4. Ça parlait d'anatomie, les pathologies, l'un des plus difficiles. Mais pour moi, c'était une manière de me pousser davantage. C'était très intéressant car on ne s'arrêtait pas qu'à l'hygiène. On peut comprendre ce que le patient a et répondre correctement aux attentes du patient, du médecin et aussi de la famille. Et ça nous est très utile lorsque nous sommes dans un milieu hospitalier. Lorsqu'on rentre dans la formation, on nous donne accès à Office 365. En début d'année, j'ai reçu un cours sur comment l'utiliser. J'ai utilisé Word, qui m'a été très utile pour écrire tous mes cours. OpenOffice, qui a été utile pour les évaluations quand je devais faire des schémas. J'ai appris à me servir de PowerPoint pour pouvoir faire mes exposés. On a accès aussi à la plateforme TIA. Je me suis beaucoup servi de la plateforme TIA pour retrouver mes cours que j'ai reçus durant toute l'année. Il y avait aussi des tutoriels sur les toilettes, sur l'ergonomie. Alors dès que nous avons eu accès à ces tutoriels, j'ai regardé plusieurs fois avant mes évaluations ou quand je devais passer devant la classe. Sur la méthodologie concernant le suivi, c'est du suivi pédagogique concernant les étudiants. Déjà, on répartit nos étudiants, on divise la promotion en 3 et chacun a un référent pédagogique sur lequel il peut s'appuyer, auprès duquel il peut discuter ou échanger s'il y a déjà une problématique au cours de l'année. Après, en début de formation, on leur fait passer des tests pour voir un petit peu, pour évaluer un peu les niveaux et pour voir un petit peu les attentes ou les besoins qu'il y aurait, parce qu'il y a des niveaux d'études qui sont différents. Donc ça, on le prend en compte et aussi on essaye, pour ceux qui ont plus de difficultés, de les accompagner sur du renforcement, sur des études de texte, sur des choses qui pourraient les faire progresser. Et puis ensuite, on essaye pendant chaque module de faire des entraînements pour qu'ils puissent comprendre un peu les attentes, enfin qu'est-ce que nous on attend d'eux par rapport aux évaluations aussi, mais ça, voilà, on essaie de les entraîner au maximum pour qu'ils puissent avoir bien tous les outils pour être préparés le jour de l'évaluation, enfin le jour J, quoi. Alors j'ai fait 4 stages durant toute mon année de formation. Le premier était en SIAD, mon deuxième était en unité de soins à longue durée, mon troisième en gynécologie et mon quatrième en réanimation. Alors les 3 premiers stages, c'est des stages de 5 semaines et le dernier stage dure 7 semaines.
Alors, tous les lieux de stage sont différents. Dans mon premier, j'ai été quand même laissée un peu toute seule. Mais j'ai quand même réussi à faire ma place et à regarder comment les autres soignants faisaient. Le deuxième, j'ai pris plus d'assurance. Le troisième, en gynécologie, ça a été mon préféré. Ce qui m'a plu dans le stage en gynécologie, c'était le contact avec les mères et les nourrissons. J'ai appris d'autres pathologies que j'apprendrai pas dans d'autres services. Et aussi le contact humain qui était plus mis en avant, car c'était des situations très difficiles comme une fausse couche, les IMG, interruption médicale de grossesse. J'ai pas été énormément choquée parce que j'étais prête, mais il y a des situations qui restent quand même assez tristes. Moi, je ne me suis pas sentie autant bouleversée que certains des stagiaires qui étaient dans le service. Je pense que le caractère joue beaucoup. Je savais être à l'écoute avec les patientes. Je savais être aussi rassurante et empathique. Avant de commencer la formation, j'appréhendais d'être confrontée à la mort. Mais le stage en réa m'a permis d'affronter cette peur. J'ai même pu faire un lavage mortuaire, ce qui m'a permis d'enlever toutes ces peurs. Il y avait des pathologies très lourdes. Il y avait beaucoup de personnes dans le coma qui ne pouvaient pas parler. C'était difficile de parler avec la famille lorsque le diagnostic vital était engagé. Dans ces moments-là, les soignants en réa savent que c'est un service très lourd, alors ils prennent le relais. Et moi, je regardais à l'écart comment parler aux familles. Alors, tout lieu de stage est différent. À certains moments, j'ai eu de bons accueils. Il y a des endroits où on m'attendait et d'autres non. La collaboration avec l'infirmière était souvent difficile car chacun faisait son travail de son côté. Mais certains se passaient très bien, surtout en réa où le binôme fonctionne très bien car l'infirmière doit faire les soins d'hygiène avec l'aide-soignante. Durant nos stages, nous pouvons ne pas être bien encadrés par les soignants, mais nous avons un suivi pédagogique avec nos formateurs. Ils venaient souvent sur nos lieux de stage. Ils étaient joignables à tout moment. À la fin des stages, nous avons eu un tour de table en demi-groupe où l'on discute de nos différentes expériences, ce qui s'est bien passé ou ce qui ne s'est pas bien passé. Et il y avait aussi un suivi pédagogique de 30 minutes à 1 heure de temps individuel avec nos formateurs. Moi, ça m'a beaucoup aidée parce que ça m'a permis de libérer ma parole et d'échanger les expériences quand elles étaient bonnes ou quand elles étaient mauvaises. Ce qui a été le plus difficile pour moi, c'était en fin d'année, lorsque les cours et les évaluations devenaient de plus en plus lourds. J'ai pu faire face en parlant à des personnes extérieures, mais aussi à la directrice et aux formateurs.
On a toujours ce profil d'élève qui a envie de réussir, qui est là pour les bonnes raisons, mais qui rencontre des difficultés dans la prise de parole à l'oral, à l'écrit, qui pense qu'il ne va pas réussir, qui se sent un peu submergé par la quantité d'informations et de savoir qu'on délivre nous. Et du coup, l'idée, c'est de leur donner des petites clés pour réviser. Par exemple, depuis l'année dernière, on a mis en place les cartes mentales. C'est des outils qui peuvent leur permettre de réviser et de manière un peu synthétique. Et ça avait bien marché. Donc on s'est dit que cette année, ce serait aussi une bonne idée de pouvoir remettre ça en place. On leur dit de réviser régulièrement. On leur donne un peu des outils pour réviser et pour pouvoir pas se laisser déborder par le travail régulier, le travail chez soi. Faut pas attendre la dernière minute pour travailler. Travailler en groupe aussi, essayer de s'appuyer sur les autres qui sont un peu plus moteurs ou un peu plus, on va dire, scolaires, donc qui ont déjà on a des profils avec des gens qui sortent. Qui viennent de sortir des études, qui ont encore un pied dedans, donc qui ont encore une bonne méthodologie de travail. Donc il faut s'appuyer sur ces gens-là qui sont encore moteurs par rapport à ça. Pour réussir mes études d'aide-soignante, j'ai beaucoup demandé de l'aide à ma mère, mais aussi à des amis qui avaient déjà passé la formation d'aide-soignante. J'ai aussi demandé de l'aide à mes collègues qui étaient plus à l'aise quand j'en avais besoin. Nous nous sommes tous soutenus. Il y avait un fort esprit d'équipe qui est important et qui est une qualité demandée pour le diplôme d'aide-soignant. Lorsque j'ai quitté le bac, je ne voulais plus être sur le chemin de l'école. J'ai donc décidé d'aller travailler. Mais quand je suis rentrée dans cette formation et que j'ai été sur le terrain de stage, j'ai pu voir mes capacités, ce qui m'a permis d'évoluer dans le domaine de la santé. Alors si je devais donner un conseil aux personnes qui voudraient entrer dans la formation d'aide-soignante, je leur dirais que c'est un très beau métier. C'est une formation intense. Il faudra beaucoup de courage, d'intensité dans le travail. Alors il faut être rigoureux lors des cours. Il faut prendre note de tous les cours. Tous les cours sont importants. Relire chez soi tous les cours, tous les jours, afin de pouvoir être au top lors des évaluations. Est-ce que l'entrée en formation d'aide-soignant ouvre des perspectives de carrière sur d'autres filières paramédicales? Effectivement, bien sûr que oui. Et généralement, il y a beaucoup de personnes qui entrent dans cette formation, qui ont des vues sur la formation infirmier, mais soit ils ne se l'autorisent pas, en se disant « je sais pas si j'en suis capable, je vais voir, etc. » Ou soit ils se disent « je veux travailler avant, je veux faire du terrain avant, et ensuite, si j'ai envie d'évoluer, je rentrerai en école d'infirmier. » Il y a deux cas de figure où soit c'est des gens qui ont envie de travailler avant, d'avoir une expérience de terrain et de se dire « je vais voir si ça me plaît, et si j'ai envie d'évoluer, j'y vais. » Et d'autres qui se disent déjà je fais la formation d'aide-soignant, peut-être que je ferai que ça, mais en tout cas c'est ce que j'ai envie de faire là, j'ai envie d'être aide-soignant. Et il y en a d'autres qui miroitent déjà d'être infirmier. La formation d'aide-soignante m'a motivée pour reprendre l'école. Aujourd'hui, mon projet professionnel est infirmière puéricultrice ou sage-femme. L'étudiant expert, un podcast original de l'IFITS.